et l'idée que Jean Dujardin veuille se risquer dans ce rôle. Et il m'a dit, amène-moi aussi loin que la réalité historique l'impose, ne m'épargne rien, n'aie aucune peur. Donc il avait, comme moi, l'envie de prendre ce risque et de chercher avec le cinéma, dans le cinéma, pour le cinéma, je ne sais pas comment le dire, quelque chose d'inflammable, quelque chose de risqué, d'important, d'essentiel, mais où c'est vrai que très souvent le soir, quand on rentrait avec Jean, on se disait mais quel risque on est en train de prendre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture où nous allons parler cette semaine d'histoire et de cinéma, d'histoire au cinéma. L'occasion nous en est donnée avec la sortie en salle ce mercredi d'un film exceptionnel à de nombreux points de vue, notamment artistiques et historiques, qui évoque en détail les destins de Jean Luchaire, cet homme de presse passé du pacifisme dans les années 30 à la collaboration sous l'occupation, et de sa fille Corinne, une jeune actrice prometteuse qui s'est également égaré, il a été emporté dans le vent de la tragédie. Ce film porte un titre très hugolien, Les rayons et les ombres, et il est porté par trois comédiens extraordinaires, Jean Dujardin, Auguste Dil et Nastia Golubieva. Pour en parler, j'ai à mes côtés Virginie Giraud, historienne, spécialiste de l'histoire de l'Antiquité et des femmes, animatrice et productrice du podcast Historia. Le dernier est consacré toute cette semaine justement à la personnalité de Jean Luchaire, et Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire, et bien sûr le réalisateur de ce film, Xavier Giannoli. Bonjour Xavier Giannoli. Bonjour. Alors le cinéma a ceci de commun avec le sport qu'il est parfois très difficile d'enchaîner deux performances exceptionnelles, et c'est pourtant ce que vous avez fait avec Les rayons et les ombres, qui succèdent à votre inoubliable adaptation d'Illusions perdues de Balzac, sachant qu'entre les deux, il y a aussi cette série très réussie d'Argent et de Sang. Je voudrais d'abord évoquer le sujet de ce film, parce que pour savoir, vous êtes intéressé à un sujet sulfureux, difficile, rarement traité au cinéma en France, comme s'il y avait un petit blocage. On en parlera tout à l'heure au cours de l'émission. Est-ce que c'est parce que vous vouliez vous attaquer à ce sujet-là difficile que vous avez réalisé ce film, Les rayons et les ombres, ou bien est-ce que parce que vous voulez revenir sur le journalisme et ses aspects peu glorieux parfois, comme c'était le cas dans Illusions perdues, ou est-ce que c'était la personnalité de Jean Luchaire qui vous fascinait, ou est-ce que c'était la personnalité de Corinne Luchaire qui vous intriguait? Au départ, il y a Corinne. Il y a une photo de cette jeune fille de 18 ans avant la guerre, qui a été une star, qui a été oubliée, avec beaucoup de cruauté. Et ce destin me touchait. Elle n'aurait pas eu ce destin si elle n'avait pas été la fille de Jean Luchaire. Je découvre la biographie de Cédric Belletta, l'enfant perdu des années sombres. Ça me fascine, le destin balzacien, justement, de cet homme qui vient de l'humanisme, du pacifisme, et qui va glisser vers la compromission la plus impardonnable. Et je découvre la biographie de Barbara Lambauer d'Otto Abetz, parce que Jean Luchaire n'aurait pas eu ce destin s'il n'avait pas été l'ami d'Otto Abetz. Pareil, ce jeune Allemand. Il y avait un côté Julie Jim, le film de François Truffaut, vous savez, l'Allemand et le Français après la Première Guerre mondiale, et comment ces destins ont pu glisser vers la compromission avec l'Allemagne nazie pendant la collaboration. Donc il y a à la fois quelque chose de sensible, la photo de cette jeune femme, son destin, quelque chose du féminin, voilà, qui me touche, qui est lié sur moi au cinéma, évidemment, et puis l'histoire et cette ambition que j'essaie d'avoir de raconter des histoires qui n'ont pas été racontées, ou en tout cas qui n'ont pas été racontées comme ça. Mais peut-être que c'est parce qu'elle était actrice, justement, que vous êtes d'abord intéressé à elle aussi. Parce que vous l'avez dit, c'est une actrice très connue, elle a fait une dizaine de films en 5 ans, c'est une actrice très prometteuse à la fin des années 30, Corinne Luchaire. On l'appelait la French Garbo, elle avait un jeu étonnamment moderne, libre, elle avait une vie étonnamment moderne et libre aussi, elle le paiera cher. Et non, c'est pas qu'elle soit actrice, c'est quelque chose d'une forme d'innocence. D'ailleurs, la réplique qui va la rendre célèbre dans un film qui s'appelle Prison sans barreaux, où elle dit « Je suis innocente, innocente, innocente », comme si elle voulait s'en persuader elle-même, d'ailleurs. Elle n'est pas tout à fait innocente, je crois qu'aucun d'entre nous ne l'est. Et voilà, c'est elle qui raconte l'histoire, et au début du film, elle dit « Je vais essayer de comprendre ». Voilà. C'était ça l'enjeu du film, je vais essayer de comprendre.
Alors, d'ailleurs, je vous propose de regarder la bande-annonce de ce film avant de continuer avec vous, Xavier Giannoli. Les rayons et les ombres. Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus. L'Allemagne veut la paix. Je crois qu'il faut maintenir le dialogue avec Hitler. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration? Tout ça, c'est un jeu de dupes et je te sais trop intelligent pour pas le voir. J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible. Moi, je savais pas. Est-ce que tu as cherché à savoir? On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo? Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait! J'ai rien à justifier. Rien. Il a choisi de trahir. Je suis innocente, vous avez compris? Il a choisi l'or. La compromission. À qui tu dois rendre des comptes pour tout ça? À ma conscience. Les rayons et les ombres ce mercredi en salle. Virginie, avant d'aller plus loin, un petit commentaire sur ce film que vous avez beaucoup aimé. Je vais vous faire un compliment que je ne fais pas souvent. Je ne suis pas une grande amatrice de cinéma et j'étais presque angoissée à l'idée de m'enfermer 3 heures dans une salle. Au bout de quelques minutes, j'étais emportée par le film et j'ai adoré votre film. Donc bravo pour le travail que vous avez fait, que j'ai regardé en tant qu'historienne, avec des personnages que je connaissais très mal. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire le podcast. D'ailleurs, mon beau-père, qui est un très vieux monsieur, qui a fait partie de la Résistance, quand je lui ai dit « Tiens, je vais voir un film sur Jean Lucher », son premier réflexe a été de me dire « Ah, le père Lucher, mais c'est un salaud !» Et vous montrez bien qu'en fait, les choses sont plus délicates que ça. C'est une longue spirale dans laquelle il glisse presque malgré lui, presque happé par le vice, jusqu'au point de non-retour. Et je trouve que vous avez réussi un très beau film historique. Et je ne le dis pas souvent. Geoffroy. Moi, ce qui m'a plu, c'est que votre film intègre magnifiquement, je crois, cette phrase de Solzhenitsyn qui dit que la ligne de partage entre le bien et le mal, elle ne divise pas les États, les classes, les individus, elle passe au cœur de l'homme, elle traverse le cœur de l'homme. Et c'est, je crois, ce qu'on voit avec le cas de Jean Lucher, qui est un cas historique auquel vous rendez justice. C'est quelqu'un qui est idéologue par jouissance. C'est la compromission sans l'idéologie, c'est la compromission par facilité. Alors c'est vrai qu'on est tenté de se demander si c'est plus excusable, et on serait tenté parfois de répondre que oui, parce que simplement nos vies sont elles-mêmes tissées de petites lâchetés, et que ça serait commode de l'excuser aussi pour cette raison-là. C'est aussi un peu une façon de s'absoudre soi-même. Et alors que votre film ne prétend pas donner de leçons, je crois que c'est aussi ce que le spectateur peut en tirer à la fin des 3 heures de projection. Et c'est quelque chose qui me semble absolument central. Et alors, un élément qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est au-delà de la mise en scène, la photographie du film, qui elle-même semble tissée de rayons et d'ombres. Ce sont des couleurs dans une forme d'entre-deux. Autant votre mise en scène est flamboyante pour mettre en scène ce pari de l'occupation, ce pari de la collaboration qui se déroule entre fêtes et cocktails en permanence, autant l'image par laquelle cette collaboration nous est montrée, c'est une image qui semble à l'image même du cœur des personnages, tissée d'ombre et de lumière. Quelque chose qui m'a beaucoup plu. Si vous me permettez, quand vous dites que mon film rend justice à Jean Lucher, c'est en le condamnant à mort. À aucun moment, mon film ne veut être une réhabilitation du destin de cet homme qui s'est très gravement et très salement compromis. D'ailleurs, vous l'annoncez dès le début du film. Bien on sûr. voit son... Et Philippe Torton enfonce le clou à la fin. Oui, l'horizon moral du film, je l'espère, et enfin, j'espère que vous Sans l'avez ambiguïté. ressenti, et sans ambiguïté. Il est sur la complexité, pas l'ambiguïté. Comment est-ce qu'on peut finir par avoir une vie de salaud sans en être un? Ça, c'était un destin romanesque qui m'intéressait. Et...
Quel était le plus difficile dans ce film? C'était de convaincre des producteurs de se lancer là-dedans, c'était de convaincre un Jean Dujardin qui est pour le coup à contre-emploi dans ce film, c'était de convaincre les producteurs aussi que le film devait durer 3h15, qu'on ne voit pas passer, mais les films français de 3h, 3h15, c'est rare, alors qu'il faut ce temps-là pour comprendre, je crois, la complexité de la situation. Jusqu'à maintenant, personne ne me parle de la durée du film, puisqu'en fait, il y a une exigence chez moi. Je déteste m'ennuyer au cinéma, donc il y a une exigence de rythme et de densité. Il y a beaucoup de personnages et il y a l'idée de brasser une époque. Quand j'ai voulu faire le film, j'ai travaillé avec mon ami Jacques Fieschi au scénario, comme pour Illusion perdue, et on racontait quelque chose qui n'a pas été raconté. Donc les investisseurs, il faut sortir des clichés, croyant qu'ils sont tous obsédés à l'idée de faire des produits cinématographiques formatés. Ils savent très bien que leurs spectateurs ont besoin qu'on leur raconte des histoires qu'on ne leur a pas racontées. Et là, il y a eu un emballement. Ils ont aimé le destin romanesque de ces personnages. Et l'idée que, je pense, une de nos plus grandes stars, si ce n'est la plus grande star française, Jean Dujardin, veuille se risquer dans ce rôle. Et il m'a dit, amène-moi aussi loin que la réalité historique l'impose, ne m'épargne rien, n'aie aucune peur. Donc il avait, comme moi, l'envie de prendre ce risque et de chercher avec le cinéma, dans le cinéma, pour le cinéma, je ne sais pas comment le dire, quelque chose d'inflammable, quelque chose de risqué, d'important, d'essentiel, mais où c'est vrai que très souvent le soir, quand on rentrait avec Jean, on se disait mais quel risque on est en train de prendre, et cet équilibre qu'il fallait trouver entre indignation et fascination pour le destin de cet homme, c'est ça le projet du film. Geoffroy ? Oui, c'est vrai que on observe en fait quelqu'un couler dans ce film. On observe quelqu'un couler et on est à la fois fasciné par les circonstances extraordinaires qui l'ont amené là-dedans et en même temps on est indigné par le fait que tout le monde n'a pas réagi comme lui. Et ce que montre le film aussi, à mon avis, c'est à quel point... c'est très intéressant que tout commence finalement par cette scène de cinéma de Corinne Lucher dans Prison sans barreau. On voit de la lumière, ce sont les feux de la rampe, et bientôt ça va être les feux de la collaboration. Et en fait, on a le sentiment que ces personnages sont victimes d'un éblouissement. Ils sont victimes d'un éblouissement et que chacun, à sa façon, le père et la fille, qui s'adorent, vous le montrez très bien, le père adore sa fille, la fille est extrêmement liée à son père, les deux... cool à leur façon. Alors après, il m'a semblé qu'il y avait une différence fondamentale, c'est que lui donne le sentiment de s'enfoncer aveuglément dans la collaboration, alors que Corinne semble, en tout cas dans le personnage interprété par Nastia Golubeva, semble avoir perpétuellement les yeux ouverts. On a l'impression qu'elle a une forme de conscience et elle est animée par une vitalité extraordinaire. Et de ce point de vue-là, elle n'est pas sur le même plan, à mettre sur le même plan que son père. Alors je vais vous raconter quelque chose d'étonnant. Il y a 2 jours, j'avais mon casque de vélo sur la tête, je partais et je prends mon téléphone et je vois un mail. Et il y a écrit en bas du mail « Je suis le petit-fils de Jean Lucher », avec un autre nom, puisqu'il y avait plusieurs sœurs. Bon, appelez-moi. Bon. Et j'appelle cet homme, je n'ai jamais parlé avec personne de cet entourage. Voilà. Et j'ai un homme au téléphone, sensible, touchant, qui est né en 1945, me dit-il. Il a failli naître à Sigmaringen. Et c'était donc le cousin germain de la fille de Corinne Lucher. Corinne Lucher était sa tante, et Jean Lucher était son grand-père. Et il m'apprend que la petite fille de Corinne, que l'on voit dans mon film, est morte il y a quelques jours. Et il me dit, elle est morte aveugle. Et c'est très étonnant que l'aveuglement dans cette famille On voit un portrait au début de mon film qui est un portrait authentique qu'on a trouvé chez un antiquaire, qui est Corinne Lucher, les yeux fermés. Et c'est évidemment ce que vous venez de dire, c'est très juste, la beauté de la photographie, je l'espère, du film, ce travail d'ombre et de lumière, y compris dans le titre, la façon dont on s'aveugle, la façon dont on ne veut pas voir, c'est évidemment au centre du sujet. Et la façon dont on est malade aussi, parce que tous les deux sont atteints de tuberculose. Et il y a notamment une scène où Jean Lucher va
va vomir dans un coin. On a l'impression qu'il est en train de vomir toutes les avanies qu'il est en train d'accomplir, qu'il se dégoûte d'une certaine manière lui-même. Et qu'ils ont tous les deux la bouche remplie de sang. Il y avait un... Vous êtes historien et il y avait cette idée, en parlant par exemple avec des gens comme Pascal Horry, qui m'aidait à réfléchir au sujet, cette idée de rendre l'histoire à la contingence humaine, c'est-à-dire de ne pas pouvoir laisser dire que les hommes et les femmes sont prises par une grande vague qui amène le nazisme au pouvoir ou non. Il y a une responsabilité individuelle et de vouloir rendre l'histoire à des destinées, des êtres humains, et d'enraciner ça dans leur corps. C'était très important pour moi dans le film que ces hommes et ces femmes qui sont mêlés à un chaos d'idées soient des êtres de chair et de sang, et que quelque chose s'incarne dans leur corps, y compris du mal moral qui va faire cracher toute l'Europe, du sang au moment de la guerre. Donc ils avaient vraiment la tuberculose, qui était une maladie assez banale, hein, c'était 100 000 morts par an, et il n'y avait pas de traitement. Et c'était épuisant, puisqu'on va découvrir le bacille de Koch, je crois, on dit, pendant la guerre, mais il va être sous forme d'antibiotiques plus tard. Et donc... c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Corinne Luchaire ne tourne pas, parce oui, qu'elle fait des séjours fréquents. On ne pouvait plus l'assurer. Les gens savaient qu'elle était malade, c'était extrêmement contagieux. Il y a une dimension tragique qui est que, est-ce que son père lui a donné sa maladie, alors que c'est son père qui va l'emmener... avec un amour réel, mais sans doute maladroit et un peu irresponsable dans cet enfer de la collaboration, cet enfer doré, hein, sous les lustres. En plus, qu'ils partagent ça, que leur corps soit malade. Alors, c'est pas tout le film, hein, évidemment, c'est pas l'histoire de... Comme dit Dujardin, c'est un film qui tousse beaucoup. Non, mais pas tant que ça, c'est une clé de compréhension. Après, j'avais une peur qui était qu'il ne faut pas que parce que Jean Luchaire, par exemple, est malade, on se dise, bon, bah, finalement, il a une bonne excuse. Non, le film n'est pas du tout sur ça. Et en permanence, au contraire, on lui tend des raisons, des miroirs de sa propre compromission et de sa dérive. Et c'était intéressant, avec Dujardin, de voir comment il esquive, comment il se trouve toujours une raison de ne pas prendre conscience, de ne pas ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. Il y a un moment peut-être seulement où il dit cette phrase déchirante, on a l'impression que c'est du Suran dans le texte, « vivre, c'est se corrompre ». Oui, c'est se compromettre. C'est se compromettre. Ouais. Il dit ça, et d'ailleurs c'est son ami Otto Abetz, qui est donc un ambassadeur nazi, qui lui dit « mais tout le monde n'est pas corrompu ». Donc cette ambivalence-là, elle est au cœur du film. Ça pourrait être de Drieux aussi, de Drieux-La Rochelle. Il y a une espèce de signature existentielle chez cet homme. D'ailleurs, il dit dans la même scène, quitte à être l'homme le plus détesté de France, autant être le plus payé. Et voilà, oui, il y a quelque chose d'assez désespéré. Et c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui manie les mots, donc il y a une forme de provocation. Comme chez Céline, avec cette scène qui est réelle, hein, de Céline cette qui est invitée chez Otto Abetz devant un portrait d'Hitler. Je n'en revenais pas de cette scène où... alors, elle est sourcée, comme disent les historiens, où Jacques-Benoît Méchain, par exemple, en parle, où Céline est invitée à l'ambassade d'Allemagne, où j'ai eu la chance de pouvoir tourner, et grâce à le formidable ambassadeur d'Allemagne aujourd'hui, j'ai eu l'autorisation d'aller rue de Lille, et donc de tourner là où ça s'est passé, dans la cour, faire monter les escaliers à mes personnages qui ont monté les escaliers. J'ai même la voiture d'Otto Abetz dans le film, parce que ça dramatise certains enjeux d'avoir des lieux, des objets. Bien sûr. Et donc Céline est invitée et il fait un numéro. Mais j'ai peur de gâcher la scène si je la raconte. Mais, alors ne la disons pas, mais en tout cas, il fait un numéro de provocation effrayant, monstrueux. Au point d'être expulsé. Et il finira expulsé. Et Otto Abetz va en plus profiter de la situation pour montrer je mets des guillemets, ensanglanté à chaque fois. Je parle d'un ambassadeur nazi. Son élégance et son intelligence et son esprit de manipulation en tournant cette situation tragique à son avantage. Alors Virginie, c'est l'historienne à qui je m'adresse. Ce portrait de Jean Luchaire en creux, vous disiez qu'il était très, très proche de la réalité que vous avez étudiée. Comme je vous le disais, je connaissais mal le personnage de Jean Luchaire avant de voir votre film. Et quand je suis sortie de la salle, je me suis dit, je veux savoir qui il est. Donc j'ai lu la biographie de référence sur le sujet que vous connaissez très bien également. Et j'étais surprise de voir à quel point vous êtes resté proche de la réalité, à part quelques petits détails de dramaturgie qui nécessitaient une réécriture pour des raisons évidentes. Mais vous avez fait un travail qui est presque
du documentaire esthétique, quelque part, puisqu'on sait où on va, les personnages sont fidèles. Vous montrez en demi-teinte aussi très bien cette relation très incestuelle qu'il y a entre Jean Luchaire et sa fille, qui n'a sans doute pas dépassé les limites de la bienséance, mais ils ont une relation qui n'est pas naturelle pour un père et une fille, qui va beaucoup trop loin. Et s'il l'entraîne dans sa chute, c'est parce que quelque part, il la considère comme sa partenaire. Elle est aussi son miroir. Je trouve que ce que vous montrez très bien aussi, ce sont les fêtes délirantes de cette période de la guerre, puisque pour une petite partie de la population, il y a une possibilité de s'adonner à tous les excès, parce que rien ne manque. Et rien n'est plus grisant, je crois, que de profiter de l'opulence quand tout le monde a faim au dehors. Oui. Et ça, vous le montrez très bien dans la façon dont vous filmez ces fêtes, où il y a le caviar, le champagne, la drogue, les excès en tous sens. Au départ, quand on voit une belle scène de fête, très bien filmée, très sensuelle au demeurant, d'habitude, on a envie d'y être. Mais là, il y a quelque chose de répugnant. On se dit, enfin moi, en tous les cas, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, il y a une obscénité. Voilà, il y a une obscénité. Et on se dit, on est en plein dans toute la collection des péchés du christianisme qui sont là sous nos yeux. Et je trouve que la portée morale n'en est que plus forte. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez faire au départ, mais en tous les cas, c'est un peu comme ça que je l'ai interprété. Évidemment, cette idée d'une chute, le film est l'histoire d'une chute. Donc il y a cette obscénité d'un Paris qui veut rester Paris, qui veut rester le Paris des fêtes balsaciennes, malgré l'occupation, les restrictions, la compromission, la mort et les violences. Et les gens continuent à être dans cette ambassade. Je fais juste une petite remarque. Figurez-vous que j'ai trouvé chez Rudolf Rahn, qui était un diplomate allemand, il décrit l'atmosphère de l'ambassade nazie pendant l'occupation. Otto Abetz y régnait, et il disait qu'il y avait une atmosphère bohème. Donc on s'attend à tout sauf à ça, mais il y avait les écrivains, il y avait les artistes, il y avait des acteurs qui venaient boire un très bon champagne en échangeant des livres, et Otto Abetz organisait ce bal funèbre. Il le faisait avec intelligence et charme pour que Paris reste Paris et qu'on puisse mieux le manipuler et amener la France à la collaboration. C'était ça le projet. Vous avez employé le terme balsacien. Vous avez parlé d'une chute qui suit une ascension. Est-ce qu'il y a un point commun entre Jean Luchaire et Rubempré dans Illusion perdue ? Alors il en parle, Cédric Melletta, le biographe de Jean Luchaire, il y a un moment où il dit, il compare Jean Luchaire à Rubempré. Moi je ne suis pas sûr que le Rubempré d'Illusion perdue se serait très bien comporté pendant l'occupation. On le voit d'ailleurs passer des légitimistes aux libéraux, ce qui est une forme de trahison politique à l'époque énorme. Hein. C'est passé d'un camp à l'autre. Aujourd'hui ça nous paraît loin et refroidi, mais à l'époque c'est sulfureux. Et chez Luchaire, il y a une compromission dont les ressorts vont être la vanité sociale, vont être la revanche, très important, la revanche chez tous ces collabos. D'un coup, la collaboration devient une aubaine. Et cet homme qui n'a pas d'argent, qui n'a pas réussi à avoir de journal, son ami devenu ambassadeur lui offre un quotidien. Et il devient au centre du jeu. Il est assis à une table auquel peut-être il n'aurait pas pu s'asseoir s'il n'y avait pas eu la guerre. Ça, c'est un ressort important. Mais quelle est la place de l'idéologie dans tout ça ? Et en fait, on a l'impression que Luchaire, il va tordre ce pacifisme qui veut maintenir le dialogue avec l'Allemagne jusqu'au bout, jusqu'à la lâcheté et jusqu'à la compromission. Donc il va rester des débris dans sa vie de cet idéalisme pacifiste auquel il va se raccrocher, avec le fameux « on va sauver ce qu'on peut ». Je vais essayer de faire ce que je peux pour aider, je vais rendre des petits services, je vais essayer de faire ces choses-là. Et il n'est pas vraiment, en tout cas c'est mon point de vue, habité comme serait quelqu'un comme Brasillac, qui est viscéralement habité par l'idéologie néo-nazie. Non, lui, il y a une forme d'opportunisme où l'idéologie devient un instrument de conquête sociale. Et quand je dis ça, c'est pour l'accabler, ce n'est pas pour il y a la même chose chez sa fille, parce que quand elle épouse ce pseudo-comte des voisins, on a l'impression que... leur histoire d'amour, d'ailleurs, va être assez brève, parce qu'elle aimait beaucoup les hommes en général, y compris hors mariage, mais on a l'impression qu'elle l'épouse aussi pour un statut. Alors, ce que vous dites est d'autant plus juste que... Alors, attention... Femme de comte, donc comtesse. Oui, mais attention, Corinne Luchaire n'a jamais fait de collaboration active. Oui. On peut lui reprocher d'avoir été inconséquent. Mais lui, il est proche de la carlingue. Voilà. Et l'homme qu'elle va épouser, qui a existé, puisque même c'est ça qui est magique au cinéma, c'est que je tournais une scène dingue qui est... J'ignorais que Hitler avait offert les cendres
Napoléon de l'Aiglon à la En France. décembre 1940. En décembre 1940, en faisant une cérémonie énorme aux Invalides. C'est incroyable. Et pendant que je tournais cette scène, il y avait 200 figurants et une dame est venue me voir me disant qu'elle appartenait à la famille de ce personnage Guy de Voisin-Lavernière, qui était réellement noble. Et elle a fait ce mariage idiot, Corinne. Elle est restée même pas une semaine avec lui. Et en fait, Son père n'est pas venu d'ailleurs au mariage. non, enfin, tout est de toute façon, tout est. Modiano d'ailleurs a décrit tout ce monde-là, évidemment, génialement. Mais j'ai compris en lisant un document incroyable, le livre sur José Laval qu'a fait Yves Pourchet, où José Laval a épousé, elle aussi, Chambrun, qui était un noble. Et la fille de Pierre Laval. Voilà, la fille de Pierre Laval. Et je crois que dans ce monde-là, l'idée pour ces jeunes filles d'épouser quelqu'un qui avait un titre, ça avait une résonance avec le 19e siècle, sans doute, où on avait l'impression d'anoblir, c'est le cas de le dire, quelque chose au moment où, au contraire, leur entourage se compromet jusqu'au pire. C'est là où on retrouve Balzac, justement. Oui, mais de toute façon, on retrouve Balzac quoi qu'on fasse, il me semble. Il y a un aspect très intéressant aussi, c'est qu'il me semble que vous filmez la collaboration comme une sorte de termitière. On est toujours à l'intérieur, on voit très très peu des extérieurs, on passe de bureau en restaurant, en fête, en soirée libertine, en cocktail mondain. Et l'apothéose de tout ça, c'est cette scène nocturne extraordinaire, sépulcrale, de l'arrivée des cendres de l'Aiglon et de leur inhumation aux Invalides dans le tombeau de l'Empereur, à côté du tombeau de l'Empereur. Qui a l'air d'être l'enterrement de première classe de la France, finalement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Avec un requiem. Voilà, c'est une cérémonie funèbre, on dirait une messe noire. Et c'était, le mot est anachronique dans les années 40, mais il voulait faire le buzz. Ça veut dire que, je crois qu'il voulait faire un clin d'œil, un appel du pied à la droite française, en faisant revenir Napoléon et tout ça. Et Pétain devait être là, main dans la main avec Hitler, devant le tombeau de Napoléon. Et c'était une image, ça aurait été une image forte. De propagande. Voilà, en disant, écoutez, Napoléon a rêvé de l'Europe unie, Hitler va l'accomplir. Et d'ailleurs, le discours qui est là, Barbara Lamboer m'a retrouvé le vrai discours d'Otto Abetz, qui dit que le chancelier Hitler, comme Napoléon, se bat contre la réaction, donc contre les réactionnaires. Lui aussi est héritier d'une grande révolution, donc nous allons main dans la main construire cette nouvelle Europe, parce que c'était quand même ça la grande obsession, c'était cette nouvelle Europe. Moi, quand j'ai lu ça, les descriptions, j'ai vu des photos, il y a un film où on voit ce qu'on voit dans le film, l'arrivée du train, les flambeaux, cette énorme scène aux Invalides. Et personne dans la rue, parce qu'en plus il faisait très froid. Il faisait un froid de gueux, et puis quelqu'un a dit après, on a besoin de charbon et on nous envoie des cendres. Parce que tout ça va être un échec en plus. Ça veut dire que c'est un échec de communication, personne n'a été dupe. Et Otto Abetz est furieux et ça va libérer une scène dans le film où Otto Abetz, donc ce personnage assez fascinant, s'en prend au maréchal Pétain en disant « mais ce vieux con de Pétain, ce vieux réac de merde, etc. » en parlant... et donc moi, quand je lisais toutes ces choses-là en parlant avec les historiens, je dis « mais donc il y a un nazi qui parle du maréchal Pétain en disant que c'est un vieux réactionnaire ?» Et on m'expliquait « oui, parce que lui est un européiste et lui croit à la grande Europe. » Et le maréchal Pétain, qui reste d'une façon paradoxale nationaliste, et c'est la vieille France, donc il n'en veut pas. Et donc tous ces rayons et ces ombres historiques, moi j'ai eu envie de les partager en découvrant tout ça dans le film. Quand vous parlez de la dimension documentaire du film, en tout cas historique, oui, je pense que c'est très important que le cinéma ait cette dimension-là, d'élever le spectateur, en tout cas de lui proposer des éléments d'histoire qui vont l'éclairer. Et vous l'avez très bien fait. Merci. Virginie, on l'a dit, Corinne Luchière ne tourne pas pendant les années d'occupation, mais le cinéma français, lui, a très bien tourné, avec beaucoup d'actrices qui ont continué leur carrière après. Quelles ont été les grandes actrices, justement, de l'occupation ? Eh bien, grâce à la Continentale, justement, la Continentale qui est la grande maison de production de films française, mais sous capitaux allemands, dirigée par un Allemand qui en réfère directement à Goebbels, donc on est quand même bien encadré. Eh bien, le cinéma français va continuer avec plutôt des bluettes, des films légers, qui vont distraire ce petit peuple français qui ne doit surtout pas se rebeller. Et on va retrouver parmi les stars de l'époque une certaine Danielle Darrieux, par exemple, Suzy Delair. Donc Danielle Darrieux, c'est sans doute le destin le plus terrible parce qu'elle n'a pas forcément d'accointance
d'accointance politique, c'est pas quelque chose qui l'occupe particulièrement. Elle vient de tomber amoureuse d'un homme ténébreux, l'ambassadeur de République dominicaine, Porfirio Rubirosa. Je ne fais pas de débat sur son nom de famille qui a laissé son nom à un grand poivrier. Bref, elle est amoureuse et comme c'est quand même un homme assez peu fréquentable, qui traîne dans toutes les mauvaises affaires, un peu la mafia, un peu le renseignement, partout où on peut se faire de l'argent facilement et surtout le lit de toutes les femmes du monde, eh bien il finit par se faire arrêter par les Allemands et il est emmené en prison en Allemagne. Alors évidemment, quand on va lui dire « Écoute maintenant ma cocotte, tu es gentille, mais tu vas venir à Berlin pour faire la tournée de communication autour de ton dernier film et montrer que le cinéma allemand c'est bien et qu'on fait de bons partenariats », elle dit non. Et Alfred Greven, donc le patron de la Continentale, lui dit eh ben, si tu veux retrouver Rubirosa, va falloir venir faire ta tournée. Et donc elle y va, la mort dans l'âme, parce qu'elle n'a, comme je vous dis, aucun intérêt pour la politique. Elle est censée rester une semaine et elle se débrouille lors d'un dîner où elle rencontre Goebbels et Magda, parce que Magda parle français. La femme de Goebbels. Exactement. Elle lui dit qu'elle a très envie de rentrer à la maison, qu'elle ne veut pas poursuivre. Et comme Magda Goebbels la trouve absolument charmante, et peut-être qu'aussi, connaissant un peu Magda Goebbels, ça l'arrange qu'elle ne traîne pas trop autour de Goebbels, elle va s'arranger pour que Daniel Darieux puisse rentrer en France. Elle va retrouver Rubirosa qui va être libérée. Et elle s'en sort relativement bien. Ce ne sera pas le cas pour toutes les actrices, notamment Suzy Delair, qui elle fait son premier grand film en 1941 avec Clouseau, alors que jusque-là elle faisait plutôt du musical. Elle devient connue, mais elle, par contre, la politique, elle adore. Les hommes en uniforme, s'ils sont ceux de la Wehrmacht, elle adore aussi. Elle rêve de rencontrer Goebbels, Göring, donc tout ça la passionne. Le voyage à Berlin pour elle, c'est merveilleux. Et elle paiera le prix de cette forme de collaboration qui n'a pas été très loin en réalité. Elle avait juste des opinions qui soutenaient les nazis, mais sans aller plus loin que ça, ce qui est déjà beaucoup, vous me direz. Et effectivement, elle va être un peu évincée du cinéma pendant quelques années avant de retourner des films dans des seconds rôles avec Visconti. Elle a même un petit rôle dans Rabbi Jacob, je ne me souvenais pas, mais j'ai revu ça. Donc en tout cas, ça conserve, parce que Daniel Darieux et Suzy Delair, je crois qu'elles sont mortes toutes les deux centenaires. Oui. Il y a aussi des destins tragiques. Hein. Mireille Balin, qui a été violée, d'ailleurs, probablement comme Corinne aussi. Mais moi, j'ai envie de prendre la défense. D'abord, on n'a jamais demandé à une grande actrice d'être une intellectuelle. Et il vivait dans un autre monde. C'est aussi ce que je montre dans le film. Et puis, il y a autre chose, c'est des historiens qui m'ont éclairé. Qu'est-ce qu'ils ont compris au nazisme, ces gens ? Pas grand-chose, je pense. Pour eux, l'allemand, c'est l'ennemi d'hier, c'est celui de la guerre de 14. La substance génocidaire, religieuse, biologique du nazisme, il n'y avait pas la littérature qu'il y a aujourd'hui. Dans certains milieux, on savait, évidemment, Luchaire n'a aucune excuse. Mais sinon, ces gens du cinéma... Ah, mais ils ne savaient pas. Oui, et on le voit tellement bien qu'il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier dans le film que Geoffroy connaît parce qu'il a vécu en Italie et qui connaît très bien le cinéma italien, qui est Léonide Mogin, qui est ce réalisateur qui fait tourner Corinne Luchaire avant-guerre et qu'elle revoit après-guerre et qui est un juif ukrainien. Ouais. Et il reprend contact avec elle après-guerre et elle ne voit pas le rapport entre le fait que c'était un réalisateur juif et elle traînait avec les pires antisémites de la période. Ce personnage est intéressant dans le film. Et d'ailleurs, Léonide Moghi va lui dire « Je n'ai pas de rancœur contre toi ». Et il est juste, et il va être très dur avec elle, il va être l'image paternelle qui lui a manqué avec ce père étrange qui était Jean Luchaire, et il va lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait pour savoir ?» Alors même si elle est très jeune, il a raison. Et il pose cette question, moi je l'espère, à une génération qui, je l'espère, verra mon film. Qu'est-ce que vous avez fait pour savoir ? Même y compris ce qu'on est en train de vivre, ce que tu es en train de vivre à cette époque-là. Et Léonide Moghi, il a écrit un texte magnifique sur Corinne, une fois qu'elle était morte. Corinne est enterrée à Bagneux, qui est un grand cimetière où il y a beaucoup, je crois, de juifs. Et c'est très étrange de voir que Jean Luchaire était philosémite. L'antisémitisme n'existe pas dans la famille Luchaire. Même la belle-mère de Jean Luchaire est une intellectuelle juive qui a écrit des livres contre les violences commises par les Allemands en Pologne. Donc il n'est pas du tout viscéralement antisémite. Et pourtant, il va finir par écrire à Louis-Ferdinand Céline « Rassurez-vous, je suis devenu antisémite ». Et elle, Corinne, elle était amie avec Simone Signoret, qui va travailler pour Jean Luchaire. Et figurez-vous que le père de Simone Signoret, Kamenker, qui est donc juif, va témoigner pour Jean Luchaire au procès de Jean Luchaire. C'est très étrange de voir, et c'est un peu effrayant, comment est-ce que quelqu'un qui est moralement structuré au départ, même si c'est un ambitieux, comme on a dit, qui a une couleur balsacienne, il finit par négocier avec l'antisémitisme comme une sorte de
d'opinion. Oui, c'est ça, d'opinion, et puis sous la pression banal. d'Abetz, il fallait aider les lois anti-juives, donc son journal va parler, ou surtout d'ailleurs ne pas parler des lois anti-juives et de ces choses-là, et alors qu'il n'a pas de conviction antisémite, il va devenir un agent de propagande d'un régime génocidaire. Qui sont ces hommes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça? Est-ce qu'ils sont là encore autour de nous? Voilà, c'est ça le... Pourquoi avez-vous cette réaction? Et bien sûr, parce qu'ils sont toujours là autour de nous. Quels sont les leviers qui ont fait bouger Jean Luchère dans cette direction? C'est l'argent, la gloire, le sexe. Malheureusement, c'est ce qui met en mouvement une bonne partie de la population, et notamment dans les personnes les plus ambitieuses. Donc je pense qu'évidemment, cette période pourrait revenir à n'importe quel moment de l'histoire. C'est pour ça que je reviens à l'idée de départ, qui est qu'on ne règle pas le cas Luchère une fois qu'on a dit que, ah oui, mais il n'a pas collaboré par idéologie. Mais collaborer par facilité, c'est pas mieux finalement en fait. Bah, c'est le réquisitoire final il y a beaucoup plus de gens qui seraient prêts à collaborer par facilité que par idéologie, qui par définition ne concerne qu'un plus petit nombre de personnes. Oui. Donc le cas est le même, et donc il y a une forme de gravité dans les deux cas. Et d'universalité du Exactement. sujet. En repensant à Léonide Boguy, je me disais que finalement, il a été un peu la conscience de Corinne Luchère. Et Jean Luchère, lui, il n'a pas eu ça. C'était déjà un homme fait quand il est arrivé à la collaboration. Et elle, du haut de ses 20 ans, elle a quelqu'un qui la regarde peut-être avec un regard plus juste que son père, effectivement, et qui incarne un peu cette conscience. Et par ailleurs, il l'amène aussi à donner le meilleur d'elle, puisque c'est comme actrice qu'elle a été le meilleur de Corinne Luchère. Ce qu'elle a pu donner de meilleur, c'est sous sa direction. Et on le voit dans cette scène extraordinaire où elle tourne des bouts d'essai, puis ensuite le tournage proprement dit de Prison sans barreaux. Et c'est une scène extraordinaire. Léonide Boguy, c'est en plus quelqu'un qui s'intéressait particulièrement aux problématiques de la jeunesse, des filles perdues, des chiens perdus sans collier. Et effectivement, il s'est occupé de Corinne Luchère beaucoup mieux finalement que son propre père. Mais vous avez pointé quelque chose de très important, c'est le rôle de l'argent. Et que moi, quand je fais Illusion perdue, j'ai déjà lu la biographie de Luchère et je suis déjà en train de réfléchir au film. Et quand je fais D'argent et de sang, c'est dans le titre, et le rôle de l'argent dans ce film-là, dans Les rayons et les ombres, est très important. Jean Luchère, c'est quelqu'un qui va courir après l'argent pour faire des journaux, pour vivre, pour profiter. J'ai découvert, par exemple, tout ce trafic des bureaux intermédiaires, cette organisation mafieuse pendant l'occupation, où les industriels ou les commerçants qui ne voulaient pas faire d'affaires directement avec les nazis travaillaient avec des bureaux intermédiaires qui prenaient une commission au passage. Bon. Et comme ça, ils pouvaient faire des énormes affaires. Ce que fait le mari de Jean Luchère, de Corinne Luchère. Ce que fait le mari de Corinne Luchère. Et donc, cette histoire, il y avait une dimension de gangstérisme, en fait, dans ces bureaux intermédiaires où les Allemands c'était 400 millions par jour, je crois, les frais d'occupation. Rendez-vous compte. Alors même, à mon avis, c'est en francs. Je me tourne vers l'historienne, ça doit être en francs de l'époque. Mais quand même, 400 millions par jour de frais d'occupation, ça veut dire que la France payait l'occupation par l'Allemagne. Donc il y avait un compte à la Banque de France où ces sommes gigantesques arrivaient et ils ne savaient pas quoi faire tellement ils avaient d'argent. Donc on faisait du business, on allait à Bordeaux acheter du vin et on envoyait des trains entiers en Allemagne avec cet argent des frais d'occupation. Et décrire tout cet univers-là, cette organisation mafieuse, quasi scorsésienne en fait, de tout ça, c'était un des enjeux du film, le pouvoir maléfique de l'argent. Voilà. Et d'ailleurs, il est très humain, votre Jean Luchère. Enfin, vous lui rendez toute son humanité avec tous ses défauts. Il y a quelque chose que vous ne montrez pas dans le film, mais que j'ai vu dans sa biographie, c'est qu'à la fin, mais à la toute fin, il devient croyant, lui qui était athée. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que, comme tout être humain, il a abusé de tout, mais à la fin, il lui faut sa rédemption. Alors, il y a un plan où on voit un crucifix. Lui a vécu une sorte d'assomption à la fin. Et d'ailleurs, je vais vous raconter brièvement quelque chose d'étonnant sur ce sujet. Il y a quand même la main de la compassion. Moi, j'y tenais. On voit ce prêtre poser la main sur son dos. Puisque ce qui fait la différence entre un barbare et nous, c'est que même quelqu'un de condamné à mort, je suis contre la peine de mort, mais quelqu'un de lourdement condamné, il reste un être humain, et ce qui nous donne une dignité, à la différence des barbares, c'est de considérer que même quelqu'un qui s'est gravement compromis, qui a fait des fautes impardonnables, il reste un humain. J'ai reçu une lettre d'un homme qui me dit « Je sais que vous préparez un film sur Jean Luchère, vous allez forcément parler de son aumônier, qui était à Rennes, à Fresnes, pardon, qui a je crois, converti beaucoup
ou amener à Dieu beaucoup de collabos et de choses comme ça. Et il me dit, ce type était une infamie, avec des histoires de pédophilie, etc. J'espère que dans votre film, vous n'allez pas dire du bien. Donc je me disais, mais c'est incroyable, ce monde de la collaboration. On n'en finit pas de tirer des fils et d'ouvrir des... où on a l'impression que c'est une espèce de période de boîte noire de la francitude et de l'être humain, où les pires instincts, les pires compromissions... Alors justement, est-ce que c'est pour ça, Geoffroy Caillet, vous qui êtes grand cinéphile, qu'il y a finalement si peu de films sur cette période qui est particulièrement riche, de grands films en tout cas sur l'occupation, sur la collaboration on les compte sur les doigts de la main? Oui, bien sûr. C'est ça qui gêne? On n'a pas envie d'ouvrir ces boîtes-là? C'est une période douloureuse pour tous les Français, pour la mémoire française. Et donc les réalisateurs n'ont pas envie de s'y colter volontiers, on peut le comprendre. Vous avez d'autant plus le mérite de l'avoir fait. Et quand on voit que probablement le premier d'entre eux, Lacombe Lucien de Louis Malle en 1974, quand on voit comment il a été reçu, la polémique qu'il a suscitée, il fallait bien attendre quelques décennies 50 pour ans. refaire un film à nouveau sur Monsieur la Klein collaboration. aussi, un petit peu. Monsieur Klein de Lauzet 2 ans plus tard, en 1976. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que votre film, c'est un peu le chaînon manquant dans la collaboration de hasard, la collaboration qui n'est pas idéologue, parce que ni le personnage de Delon dans Monsieur Klein, ni encore moins Lacombe Lucien dans le film de Louis Malle, le sont des idéologues. Ils se laissent glisser dans la collaboration par intérêt pécuniaire encore, dans le cas de Monsieur Klein, et par... Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas de Lacombe Lucien, par déshérence en fait. La porte du maquis s'est refermée devant lui. Alors finalement, il part dans la collaboration, mais on voit un peu à quel point l'ambivalence du choix est complète. Et donc là, c'est encore un autre niveau. C'est à un autre niveau que se situe la collaboration dans laquelle est entré Jean Lucher. Mais effectivement, je crois que c'est un peu ce chaînon manquant. Ensuite, il y a des films qui évoque aussi quand même la collaboration, où le monde de la collaboration est en face de la résistance d'une autre façon. Je pense à l'Armée des Ombres de Melville. Ouais. Et là, quelque chose de fascinant, c'est qu'autant le film de Melville est froid, glacé, sépulcral, autant le vôtre a quelque chose de flamboyant, parce qu'il évoque justement le monde qui n'a pas besoin de se cacher, même s'il reste toujours en intérieur, comme je le disais, mais qui n'a pas besoin de se cacher, parce qu'il est le monde officiel de cette période-là. Et donc, quand on met les deux films en vis-à-vis, on obtient quelque chose, je trouve, d'assez impressionnant, d'assez complet finalement. Et Virginie a évoqué Visconti à propos de Suzy Delair. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans votre film, c'est quelque chose de viscontien dans cette façon de représenter des lendemains de fête livides, des aubes déchues, avec des personnages qui arrivent au bout de leur existence. Et d'une certaine façon, les Lucher, je me suis dit, c'est un peu les damnés français. Tout à fait, Les damnés était un film que je regardais et avec mon directeur de la photographie, La beauté du mal. Ouais. Et quelque chose du cinéma que le cinéma ne doit pas oublier, qui est que le cinéma, ça peut être un lieu où on se brûle, un lieu où il y a une incandescence, une immoralité, et que pourtant, dans ce qu'on montre de cette immoralité, en trouvant la bonne distance, le bon équilibre, j'espère, il y a des traces de beauté, y compris dans ce que l'homme peut faire de pire. L'art s'est nourri de ça, la peinture se nourrit de ça, le théâtre se nourrit de ça. Moi, c'est les films de Stanley Kubrick ou de Fritz Lang qui m'ont... Mais la littérature aussi. Voilà, et évidemment la littérature, quand on lit Dostoïevski ou quand on lit... voilà, Georges Bataille, je crois qu'il disait, lorsque la littérature s'éloigne du mal, elle devient ennuyeuse. C'est vrai pour le cinéma aussi. Ça va bien avec sa personnalité en même temps. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une complaisance malsaine à filmer des choses infâmes. Voilà, mais il y a quelque chose de l'art qui brûle, ce qu'il peut y avoir de noir dans les époques et dans les êtres. Et j'avais envie, moi, et Dujardin m'y poussait d'ailleurs beaucoup, et lui aussi avait envie d'aller vers ce feu-là. Et vous avez trouvé l'équilibre aussi avec les scènes du sanatorium, où on voit aussi qu'il y a une espèce de fête qui s'organise à un moment avec ces gens qui sont malades, mourants pour une partie d'entre eux. Or, quand on lit les archives des gens qui ont fréquenté les sanatoriums dans la première moitié du XXe siècle, ils vont dire qu'il n'y a jamais eu autant de vie que dans cet endroit. Il y a une urgence, il y a quelque chose d'orgiaque très souvent dans les sanatoriums, et j'ai trouvé très fin que vous arriviez à le montrer. Le monde du sanatorium, ça
J'ai découvert les designers de chambres, ces gigantesques bâtiments qu'on peignait en rose parce qu'on espérait que les UV allaient détruire les bactéries. Tout un tas de conclusions pseudo-scientifiques. On leur a fait des traitements terrifiants. Hein. C'était 100 000 morts par an, vous imaginez. Et en fait, il y a ces immenses bâtiments aujourd'hui dont on ne sait pas quoi faire. Les détruire coûte trop cher, les entretenir est impossible. Et Dieu merci, j'en ai trouvé un à quelques centaines de mètres de celui où était Corinne Luchaire, sur le plateau d'Assy, en Haute-Savoie, je crois. dans les Alpes, voilà. En face du Mont Blanc, parce qu'il fallait des courants d'air, il fallait respirer de l'eau, on croyait au soleil, il fallait 6 repas par jour, il fallait, enfin, en période de restriction, 5 fruits et légumes, difficile. Non. et voilà, et il y avait quelque chose de méditatif, où des gens qui peut-être travaillaient, étaient occupés toute la journée, ils étaient d'un coup immobiles, seuls avec eux-mêmes, alors où il y avait des fêtes dont vous venez de parler, où il y avait quelque chose d'introspectif et méditatif qui faisait qu'il y avait des dépressions et des choses comme ça. Et Corinne Luchaire, on ne peut pas comprendre qui elle est si on ne se souvient pas que cette jeune star de 18-20 ans, imaginez, qui est dans les nuits parisiennes, qui a la légèreté d'une fille de 18-20 ans, je parle d'avant l'occupation, d'un coup on l'envoie seule au sanatorium, on lui fait des traitements terrifiants, et après elle rentre à Paris et elle veut oublier tout ça. Alors est-ce que ça l'excuse de son inconséquence ? Bien sûr que non, mais il faut être profondément inhumain pour ne pas comprendre pourquoi cette fille a réagi comme ça. D'ailleurs elle dit au sanatorium, on pensait à notre mal, la guerre, tout ça c'était loin. Et ça a une humanité de dire ça, même si c'est dérangeant, ça a une humanité. Je repense à Monsieur Klein et de Lozé. Au début du film, le personnage juif interprété par Jean Bouys dit à Alain Delon « Bonne chance à vous, Monsieur Klein ». Oui. Et en fait, c'est la phrase qui, tout au long du film, va faire son chemin, mine de rien, de façon souterraine, dans l'esprit et dans le cœur du personnage interprété par Delon. Et à la fin, c'est ce qui va l'ouvrir à la possibilité d'autre chose. Et on se dit que Luchaire, il lui a manqué ce genre de rencontre. Ou s'il a fait cette rencontre, en tout cas, il ne l'a pas entendu, il ne l'a pas accepté. Et à la fin, je me disais, vous évoquiez la dimension chrétienne, Virginie et vous, je me disais que finalement, Luchaire, il me fait penser à cette phrase qui est typique de la pensée chrétienne, « Nous sommes ce que nous désirons ». Et à la fin des fins, il se résume à ça. Il a voulu l'argent, il a voulu la vanité, il a voulu le plaisir facile. Et il s'est transformé en ce propre désir malade, finalement, avarié. Et on se dit qu'il n'a pas fait peut-être la rencontre, en tout cas pas telle que vous le montrez, qui a d'une certaine façon permis de sauver M. Klein. Les rayons et les ombres en salle ce mercredi. Il nous reste quelques minutes pour faire un petit tour des coups de cœur avec vous, Virginie et Geoffroy. On commence avec vous, Virginie. Quelques lectures à nous conseiller ? Je reviens un petit peu en arrière sur une autre émission que nous avons fait ensemble avec les 22 de Nuremberg de Douglas Kelly, qui était introuvable et qui est enfin ressorti en français. C'est grâce à notre émission, je pense qu'ils l'ont réédité. Je pense que c'est vous. Il doit y avoir des remerciements quelque part dans le livre. Et alors, c'est un livre qu'il a écrit pour le grand public. Donc c'était le psychiatre de Nuremberg. Donc, on n'a pas les comptes rendus exacts des examens qu'il a fait sur les différentes personnes qu'il a pu avoir en analyse, mais en revanche, il fait un portrait psychologique qui est plutôt pas mal, très facile à lire, et surtout, il ouvre le champ, c'est-à-dire qu'il a compris avant tout le monde comment fonctionne la psychologie de ces gens-là et comment fonctionne la psychologie de l'Allemagne. Il explique bien que si la psychologie nazie a fonctionné, c'est parce qu'en fait, elle s'est construite sur des racines qui étaient déjà existantes. L'héroïsme, le néopaganisme qui était un peu latent. Moi, je l'explique d'une manière très simple. Les Germains n'ont jamais été romanisés. Donc déjà, c'était le premier échec. C'est l'antiquisante qui remonte, là. Toujours. Donc, il a très bien compris comment cela fonctionnait et il met en garde à la fin en disant pourquoi ça peut recommencer. Et donc, comme on se l'était dit, Douglas Kelly est tellement dérangeant parce que tellement lucide sur ce qu'il s'est passé qu'il a été oublié pendant longtemps. Et je pense que c'est très bien que ce livre ressorte aujourd'hui. Chez Culture et Racines, un autre livre peut-être ? Un autre livre, Les femmes vikings, qui sont sortis aussi récemment chez Talandier, d'Éric Pincas, Thomas Sirotto et Lucie Malbos. Alors c'est très intéressant parce que pour moi, pareil, qui suis romaniste à la base, les Vikings, c'est très exotique. Donc j'avais l'image de la femme viking, qui se bat, couverte de sang et de maquillage noir, violente. Et en fait, c'est plus subtil que ça, le monde des Vikings. C'est un monde de femmes qui ont tout un tas de tâches. Et la première tâche de la femme viking, c'est
c'est pas d'aller se battre avec les hommes, c'est d'être la gardienne du foyer. Donc elles tissent, elles participent à la vie. On voit très bien la femme sur le métier à tisser. Et c'est vrai qu'elles ont participé à la conquête navale des Vikings parce que c'est elles qui faisaient les voiles, tout simplement. Certaines d'entre elles ont voyagé jusqu'au Groenland, jusqu'au Anso-Nidos, qui est en fait la véritable découverte des États-Unis au XIe siècle. Donc c'est absolument passionnant. Et on voit à quel point ce monde est bien plus riche que les invasions barbares que nous avons connues au Moyen-Âge en Europe. Geoffroy, quelques lectures? Oui, un très beau livre qui va sortir chez Perrin à la fin du mois qui s'appelle « C'était déjà la Révolution » de Jean-Philippe Ray. Et c'est un livre qui montre quelque chose qui est connu dans son principe, mais qui est resserré ici d'une façon très parlante, et qui montre que la Révolution commence en 1786 et qu'au cours de ces 3 années, c'est un peu comme une tragédie en 3 actes et non en 5, qui va se jouer. Puisque comme tout commence par une révolution royale, Louis XVI rêve de réformer le royaume, mais par le haut, en mettant avec la monarchie aux commandes de cette réforme, parce que évidemment la crise fiscale est immense. Là-dessus, il va y avoir une réaction aristocratique, et il y a ce tour de passe-passe extraordinaire de la noblesse d'Europe, la noblesse des parlements, qui va faire croire à l'opinion publique et aux libéraux en particulier qu'elle se bat pour leur liberté, sachant que les libertés, dans leur bouche, ça veut dire leurs privilèges. Et là-dessus, tout va s'effondrer. Et la seule issue, ça sera la Révolution nationale, qui va commencer avec la convocation des États généraux, même pas encore leur ouverture, même pas encore les cahiers de doléances, mais le simple fait de la convocation des États généraux va finalement allumer la mèche. Et là, le masque va tomber, les privilégiés vont apparaître pour ce qu'ils sont. Et il y a une conscience politique qui, à partir de ce moment-là, embrasse tout et qui va faire la révolution de 89 et des années suivantes, et où là, le peuple entre sur scène. Mais toute cette première révolution... C'est les derniers feux de la féodalité, en fait. C'est les derniers feux de la féodalité. Le peuple est tout à fait absent de cette première révolution. C'est une révolution qui, en fait, est allumée par les élites. Et alors, évidemment, on retient plus les événements d'après 89, parce que c'est effectivement une trame d'épisodes plus connus, plus... suggestif, alors que les 3 premières années, ce sont le va-et-vient entre le roi, ses ministres, les parlements qui font leur forte tête, et ce sont des sortes de combines, d'exil de parlement, de rappels, de propositions de réformes, d'abolition de réformes et de reculade du roi à mesure, parce que le roi a manqué vraiment de sens politique. Il a réellement voulu réformer, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, mais il n'a pas consenti à faire alliance avec le tiers, et à la fin des fins... son irrésolution l'a empêché de justement gagner ce bras de fer contre les privilégiés qui a allumé la mèche de la Révolution. C'était déjà la Révolution de Jean-Philippe Ray aux éditions Perrin, et un autre livre chez Perrin de notre ami Charles-Éloi Vial. Histoire des sacres, la longue histoire des sacres dans l'Europe occidentale, évidemment beaucoup de sacres de rois de France, mais ça va jusqu'au sacre de Charles III d'Angleterre, et les auteurs montrent dans ces différents épisodes le besoin d'onction qui est au centre de la légitimité politique dans notre monde occidental. Et les hommes politiques n'y échappent pas, même ceux de la Ve République, puisque à partir de Giscard, on essaie de simplifier un peu le protocole présidentiel, mais on se rend compte que finalement, il manque quelque chose aux Français, et que Giscard d'Estaing qui remonte les Champs-Élysées à pied, c'est quand même beaucoup moins bien que le roi qui arrive en carrosse à la cathédrale de Reims. Et puis à la fin des fins, de toute façon, il manque l'onction, et ça, personne ne peut rien y faire. Donc ça, c'est chez Perrin aussi. Cette période-là, ces périodes-là, 18e, 19e siècle, vous continuez, parce que vous avez une veine historique assumée. C'est des sujets, la Révolution, par exemple, un sujet que vous pourriez monter en film? Oui, je m'intéresse en ce moment à un projet de série. En série. Et voilà. Sur la Révolution, autour de la Révolution. Un personnage historique considérable. Pas beaucoup d'indices. Il est corse. Ah. Je suis corse. Vous devriez demander à Thierry Lenz de vous aider. Thierry Lenz, oui, Thierry Lenz est une piste. Bon, ça fait quelques indices, voilà. Mais maintenant... En tout cas, la scène, effectivement, dans les rayons et les ombres du retour des cendres dans le tombeau des Invalides. D'anthologie. Oui, ce n'est pas rien pour un Corse et un metteur en scène d'être devant le tombeau de l'empereur et d'avoir de l'autorité. Enfin, autorité, en tout cas de dire ce qu'il faut faire. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai qu'on a mis le tombeau au fond, parce que quand on le regarde, forcément, on s'incline. Ça serait bien son genre. Totalement impossible. Ça ressemble à une belle légende, mais tout est possible. Vous aviez déjà entendu ça? Ah ben moi non, et quelqu'un m'a dit ça, et je me suis dit,
C'est curieux. Forcément, quand on le regarde, on s'incline. Voilà. Nous nous inclinons devant vous, cher Xavier Giannoli, devant un autre grand Corse, avec ce film Les rayons et les ombres qui sort en salle ce mercredi, avec donc Jean Dujardin dans le rôle de Jean Luchaire, cette actrice extraordinaire, Nastia Gouloubeva, dont c'est le premier grand film, et je peux vous dire qu'on va beaucoup parler d'elle, parce qu'elle est fabuleuse. Et August Diehl, qu'on avait vu dans Une vie cachée de Terence Diehl, où il jouait le rôle de Jägerstätter, cet objecteur de conscience autrichien, qu'on a vu évidemment dans le film de Kirill Serebrennikov, où il incarnait Mengele, et qu'on retrouve ici dans le rôle de Otto Abetz. Merci infiniment, Xavier Giannoli. Le film sort aujourd'hui, donc dès demain, à la première heure, vous êtes tous au cinéma pour aller voir Les rayons et les ombres. La semaine prochaine, nous parlerons de Polar, quelques semaines de Quai du Polar, et à l'occasion de la parution dans le Figaro Magazine d'un palmarès totalement inédit réalisé par 120 auteurs de Polar qui ont donné leurs 5 polars préférés d'auteurs vivants et leurs 5 polars préférés d'auteurs disparus. Vous allez voir, il y a quelques surprises. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine. Merci. Merci.